donc des visioconférences débats qui ont lieu 4 à 5 fois par an et où on invite des différents intervenants, différents orateurs qui nous partagent leur expérience et leurs apports dans le champ de la réhabilitation psychosociale et des soins soutenant le rétablissement des personnes. Donc aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Julien Dubreuil qui est le premier à récidiver en fait, puisque Julien est déjà venu et a déjà intervenu l'année dernière sur le thème de la stigmatisation et de l'autostigmatisation. Et aujourd'hui, donc, on a invité Julien pour parler de l'orientation, la possibilité de l'orientation rétablissement dans un service d'urgence ou dans des situations d'urgence. Donc voilà, avec une question assez large. Donc merci beaucoup à Julien de nous faire confiance et d'avoir accepté d'intervenir. Donc, Julien Dubreuil, qui est praticien hospitalier au CHU de Saint-Étienne, dans le service d'urgence et de crise pédopsychiatrique et également en périnatalité, donc depuis à peu près 1 an, il me semble, en tout cas sur Saint-Étienne. Voilà. Donc, merci beaucoup, Julien. Et puis, je vais te laisser la parole dans un premier temps et on va collecter toutes vos réactions, donc n'hésitez pas à intervenir. Merci Marion, merci pour l'invitation du coup à récidiver. J'en déduis que l'année dernière, je ne vous avais pas trop ennuyé sur l'autostigmatisation. Donc là, on va discuter un petit peu effectivement de la question des pratiques orientées vers le rétablissement aux urgences et en prenant plus spécifiquement l'exemple de la pédopsychiatrie, mais une bonne partie, 99,9%, est applicable aussi à la psychiatrie d'adultes. J'ai volontairement abordé la question des urgences et de la crise, puisque de plus en plus, du coup, il y a des équipes mobiles qui se développent pour gérer la crise avec une orientation rétablissement, des équipes FACT, de suivi d'intensité variable dans le milieu. Mais là, vraiment, c'était aussi la question donc, de l'intra-hospitalier et la question donc, des urgences. Donc, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, rappelez quand même si vous le savez déjà tous depuis extrêmement longtemps, la question des pratiques orientées rétablissement, quels en sont les points clés. Un élément assez central, c'est la perspective que Patricia Digan, du coup, apporte par rapport au vécu de la première hospitalisation en psychiatrie et par rapport aux représentations qu'on a lorsqu'on arrive en psychiatrie. Je vous en avais parlé déjà l'année dernière. En fait, c'est la question que les stéréotypes sur les troubles psychiques, ils se construisent au moment où se construisent la représentation du monde, donc les préjugés aussi sexistes, racistes, etc. Entre 3 et 5 ans, on a effectivement la représentation des troubles psychiques qui arrivent et qui se structurent avec un très bel exemple que je vous avais cité sur le film Madagascar, où à un moment, un des personnages, du coup, dit mais par exemple, les pingouins sont retournés à l'état sauvage, faut pas croire les pingouins sont psychotiques, ils racontent n'importe quoi. Donc typiquement, cette perception, elle est largement partagée. Et quand une personne va développer un trouble psychiatrique, qu'elle soit adolescente ou adulte, c'est cette représentation-là qui va s'activer et qui va dire, ben, tiens, cela me concerne et comment est-ce que je vais réagir derrière. Donc Patricia Digan, elle le dit très bien, lors de sa première hospitalisation en psychiatrie, tout ce que je connaissais, c'était les stéréotypes que j'avais vus à la télévision et dans les films. Pour moi, les maladies mentales, c'était Dr Jekyll et Mr Hyde, les tueurs en série psychopathes, l'asile de fous, les imbéciles, les schizos, les dingues, les cinglés, la camisole et les fous délirants. C'était tout ce que je savais sur les maladies mentales et ce qui m'a effrayé, c'était que les professionnels disaient que j'étais l'une d'entre eux. Donc en fait, quand on a dit ça, finalement, on a déjà tout dit sur pourquoi il faut des services d'urgence orientés vers le rétablissement et pourquoi l'intégralité des services de psychiatrie et de santé mentale, qu'il s'agisse des services d'urgence, qu'il s'agisse des services de crise, qu'il s'agisse du coup des unités intra-hospitalières, mais bien sûr aussi de l'extra-hospitalier et des centres de réhabilitation, tout simplement pour que cette image-là change et qu'on ne vienne pas valider cette image-là. Donc finalement, comment on fait pour ça? Ben déjà, c'est la question de l'environnement qui soit favorable au rétablissement, donc qui soit porteur d'espoir, qui soit focalisé sur les ressources de la personne, ses aspirations, et qui soutienne l'autodétermination. Ça, c'est assez central, parce que si il y a un environnement avec un différentiel de pouvoir, des gens qui sont en pyjama, d'autres pas, nous versus eux,
et que c'est centré sur les difficultés et les symptômes, mais pas sur la vie de la personne et son autodétermination, bah, on est sur l'inverse d'une pratique orientée vers le rétablissement. Et on a maintenant pas mal de recul pour savoir que cela ne marche pas dans le temps. La question de la relation, qui doit être horizontale et collaborative, les fameux 10 principes pour une pratique orientée rétablissement, que vous connaissez tous par cœur, j'imagine, mais qu'il faut que tout le monde ait dans une poche de sa blouse, de son pantalon, de n'importe quoi, dans son sac à main, où on veut. Mais en tout cas, toujours est-il que de pouvoir s'interroger sur ces pratiques de manière régulière. Et là encore, je pose des questions, pourquoi ça ne s'appliquerait pas aux urgences? C'est pas parce qu'on est aux urgences que justement ces pratiques-là n'ont pas cours. Ça va être bien sûr lutter contre la stigmatisation et l'autostigmatisation, mais là encore, lutter contre la stigmatisation, c'est pouvoir en fait informer non seulement sur la question des troubles, mais aussi sur la possibilité du rétablissement. Ça va être prévenir le fait que la personne se dise, ben ça, tiens, mon image des troubles psychiques, c'était ça, j'ai un trouble psychique, est-ce que cela me concerne? Est-ce que c'est vrai ou pas? Et comment est-ce que je vais pouvoir, en fait, finalement challenger cette représentation-là pour pouvoir, me rétablir? Et pour tout ça, ce qui est capital, en fait, c'est de limiter, mais en fait abolir le recours à toute pratique coercitive, à commencer par le pyjama, l'isolement et la contention. Je prends l'exemple de l'isolement et de la contention. Si on me met à l'isolement, cela doit vouloir dire que je suis dangereux, donc ça vient valider le préjugé, comme quoi, du coup, les personnes qui présentent un trouble psychiatrique sont dangereux pour elles-mêmes ou pour les autres. Et ça va générer un sentiment de honte et de mépris de soi qui entraîne des émotions négatives que la personne va réguler avec un passage à l'acte auto ou hétéro-agressif. Et ça fait un peu un cercle vicieux, quelque part, de ce côté-là. Donc c'est pour ça que c'est un point qui est assez central. Donc, adopter une pratique axée vers le rétablissement, mais aussi d'emblée, et ça c'est vrai aussi pour les urgences, faciliter l'engagement dans des objectifs de vie, en fait. Passer vraiment de cette logique de protection de la personne, y compris contre elle-même, à comment la connecter à ses objectifs de vie et de rétablissement. Donc, avec les différents éléments qu'on peut avoir, de la coordination de parcours basée sur les forces quand il y en a, la question, bien sûr, aussi du diagnostic, mais poser un diagnostic, pas pour poser une étiquette. Vous avez à l'écran l'image du livre de Luc Vigneault que je vous invite à lire si vous ne l'avez pas déjà lu. Je suis une personne, pas une maladie. Explorer et poser un diagnostic, pas pour poser une étiquette, mais pour permettre à la personne, en fait, de se connaître et explorer ensemble, finalement, des objectifs allant vers le rétablissement et un plan de soins et services qui aille vers le rétablissement. Et ça, c'est particulièrement important aussi pour les adolescents, où on entend souvent, en fait, c'est la question de l'adolescence, on ne peut pas poser de diagnostic, etc. En fait, les données de la littérature montrent que, par exemple, dans le trouble de personnalité borderline, on peut poser le diagnostic à partir de l'âge de 13 ans si tous les signes sont là, et on peut intervenir aussi si, du coup, déjà il y a 3 traits borderline, voire un trait borderline, parce que c'est associé à un moins bon devenir du jeune à l'âge adulte. Donc on sait qu'on peut intervenir, mais là encore, il faut que ce soit un diagnostic pour reprendre du pouvoir d'agir. La question de la décision médicale partagée, elle est cruciale. Décision médicale partagée à la fois sur la question de la médication, sur la question de la gestion de la crise avec les plans de crise conjoints, les plans de gestion de crise qui sont à réaliser de façon systématique et travailler ensemble en fait, co-construire. Est-ce qu'à un moment donné, il y a une indication d'hospitalisation ou pas? Et s'il y a indication d'hospitalisation, qu'est-ce qu'on y met derrière? Quel va être son sens? Quels vont être ses objectifs? Et c'est pas parce qu'on passe aux urgences que ces éléments-là ne sont plus vrais. La question de la paire-aidance est capitale et la paire-aidance, on le voit par exemple dans les centres de crise en Angleterre ou même plus récemment dans l'étude d'Aurélie Tinlan sur les directives anticipées, quand en fait c'est facilité par un paire aidant au décours d'un passage par une unité de crise, en fait on a moins de réhospitalisation en urgence et il y a moins de réhospitalisation sous contrainte. Donc ça c'est capital. On peut aussi, du coup, se saisir aux urgences de cette possibilité-là, où la personne arrive pour la première fois ou pas pour la première fois, explorer la question du diagnostic, de qu'est-ce qu'elle met derrière l'hospitalisation, qu'est-ce qu'elle met derrière le passage aux urgences, quelles sont ses attentes, qu'est-ce que tout ça peut amener derrière. Travailler aussi avec les proches, réaliser déjà de la psychoéducation, personnelle mais aussi familiale, après ça va dépendre si on est dans une unité de post-urgence ou pas, et traiter les troubles associés. En tout cas, un point pour vous rappeler ces pratiques orientées rétablissement et vous dire il n'y a aucune raison qu'elles ne s'appliquent pas aux urgences.
Donc, les fameux 10 principaux conseils, vous les voyez, vous les connaissez par cœur, j'insisterai pas dessus, à part sur le fait, est-ce que j'ai écouté activement la personne pour aider à comprendre ses problèmes de santé mentale? Est-ce que je l'ai aidé à préciser ses objectifs personnels et ses priorités pour se rétablir plutôt que ceux identifiés par les professionnels? Est-ce que je lui ai montré que je croyais dans ses forces? Est-ce que j'ai prêté une attention particulière à l'importance des objectifs qui sortent la personne de son rôle de malade et lui permettent de contribuer activement à la vie des autres? Est-ce que j'ai recensé les ressources extérieures à la santé mentale et encouragé l'autogestion des problèmes de santé mentale par la personne? Et là, vous me voyez arriver, en fait, à quel moment, finalement, ça ne pourrait pas s'appliquer dans un service d'urgence. Et c'est particulièrement vrai en pédopsychiatrie, où la place d'un préadolescent ou d'un adolescent, elle n'est pas en milieu hospitalier. Elle est à l'école, avec ses amis, avec sa famille, et c'est là où on va pouvoir mobiliser les éléments du traitement. L'hospitalisation étant très rapidement iatrogène, mais ça, c'est vrai pour la pédopsychiatrie, c'est vrai aussi pour la psychiatrie d'adulte. Et ces éléments-là, tout professionnel travaillant aux urgences devrait les avoir, devrait s'interroger par rapport à ça, et il faut former les équipes des urgences à pouvoir aussi s'appuyer sur les plans de gestion de crise quand ils existent, voire les formuler quand ils n'existent pas. Un point sur la formation aux pratiques orientées rétablissement, puisqu'au-delà de ces 10 pratiques, il y a également la formation en 3 jours de l'ensemble des professionnels de psychiatrie et de santé mentale, qu'il s'agisse de la psychiatrie d'adulte, de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, de la psychiatrie périnatale, aux pratiques orientées rétablissement. Et là, l'idée de ce programme, en fait, c'est de construire en fait une compréhension commune à une équipe du rétablissement et de pouvoir, en changeant les pratiques des professionnels, améliorer le rétablissement personnel tel que défini par les usagers, leur espoir, leur pouvoir d'agir, leur qualité de vie et leur satisfaction par rapport aux services reçus. Donc, comment on fait finalement? Dans cette formation, on va former l'ensemble d'une équipe, le médecin, le cadre, les infirmiers, les psychologues, les secrétaires, enfin, toutes les personnes qui potentiellement interviennent, et on va les former du coup, à pouvoir identifier les valeurs et les préférences des personnes, pouvoir évaluer et renforcer leurs forces et leurs ressources et soutenir l'autodétermination et l'engagement dans un parcours de rétablissement. Et c'est vraiment l'idée qu'en travaillant sur les compétences de coaching et de soutien au rétablissement tel que défini par l'usager chez les professionnels, qu'on va agir sur le rétablissement des personnes concernées. C'est un programme qui a été mis en place en Angleterre et en Australie avec des effets positifs et qui va se mettre en place, là, qui est en train de se mettre en place en France. Nantes, d'ailleurs, fait partie des centres associés. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut orienter les soins vers le rétablissement dans un service d'urgence? Alors là, c'est un oui, oui, oui et oui. Tout simplement parce que le premier contact avec la psychiatrie se fait via les urgences. Donc vous vous rappelez de ce que dit Patricia Digan, déjà si on arrive à changer ça, et qu'on arrive à changer le fait que mon passage aux urgences, ben, c'est l'endroit où j'ai pu comprendre ce qui m'arrivait, me sentir soulagé parce que du coup, j'ai compris que c'était pas moi qui étais fou ou pas moi qui débloquais de telle ou telle façon ou qui n'arrivait pas à se rétablir pour telle ou telle chose. C'est au contraire le lieu qui va me permettre du coup de pouvoir me comprendre, accéder à un diagnostic et construire mon projet de rétablissement. Donc là, dans ce cas-là, tout de suite, on est beaucoup moins réticent à l'idée de s'engager dans un projet de rétablissement et dans les soins qui vont avec, ce qui entraîne d'ailleurs assez rapidement une baisse de la consommation de soins non programmés, c'est-à-dire que les gens reviennent moins aux urgences parce qu'ils sont davantage engagés dans un parcours de rétablissement. Alors par contre, ça implique en fait de pas mal discuter. Faut discuter du coup en équipe. Quand on oriente une unité d'urgence, comme ça a été le cas sur le CHU de Saint-Étienne, pour les urgences pédopsychiatriques en février 2022, il y a un certain nombre de craintes assez légitimes qui s'expriment au niveau des services de soins. Première, c'est on va avoir plus de passages à l'acte dans le service, auto ou hétéro-agressif. Et là, ça va être de pouvoir un peu discuter sur justement, en fait, c'est l'exact inverse. On a beaucoup moins de passages à l'acte dans le service quand on s'oriente vers le rétablissement. Je prends un exemple sur les urgences pédopsychiatriques au CHU de Saint-Étienne, il y avait à peu près 19 passages à l'acte dans le service, en tout cas auto-agressif, en 2021, 0 en 2022, depuis l'orientation des soins vers le rétablissement. Tout simplement parce que si on met un cadre un peu restrictif, si par exemple la personne exprime des idées suicidaires, qu'on met un pyjama anti-suicide dont il n'a jamais servi à rien, ni pour limiter la fugue, ni pour limiter le risque suicidaire, que si la personne ne s'apaise pas,
on passe sur, par exemple, une chambre d'isolement qu'on essaye de protéger à tout prix. En fait, on va, par exemple, chez un adolescent ou une adolescente qui a un trouble borderline, qui a déjà des difficultés dans la régulation émotionnelle, qui peut présenter des conduites autodommageables à visée de régulation émotionnelle. On va mettre la personne dans un état où, en fait, elle ressent, lorsqu'elle est mise en pyjama, de la honte et du mépris de soi, donc des émotions négatives, qu'elle ne peut réguler que d'une seule manière, via un passage à l'acte ou des conduites autodommageables. Donc en fait, très clairement, ça va être de pouvoir un peu discuter de ça. Et un point qu'on a retrouvé très rapidement, suite à l'orientation des soins vers le rétablissement. Donc il y avait des ados qui étaient passés en fait en 2021 et qui avaient réussi, parce qu'ils sont très forts, à planquer un certain nombre de kits, alors des lames dans les faux plafonds, des petits mots, toi qui souhaites te scarifier, je pense à toi. Il y avait même un groupe WhatsApp, on se retrouve aux urgences pour se suicider. Et là, typiquement, en fait, ces ados sont repassés et en fait, ils ont dit, mais il n'y a plus besoin, parce qu'en fait, on a un cadre de soins qui est collaboratif, on a fixé ensemble, en fait, le fait de se faire confiance, il n'y a plus de gendarmes et de voleurs, donc en fait, il n'y a plus besoin, et ils disent, en fait, on vous les rend, parce que ça pourrait donner de mauvaises idées à d'autres. Donc en fait, ça n'est plus nécessaire. Donc en fait, c'est plutôt le contraire. En fait, on n'a plus de passage à l'acte dans le service, et ça aussi réduit considérablement l'hétéroagressivité. La question aussi, mais ils sont là pour se poser, pourquoi est-ce qu'on travaille des plans sur le rétablissement, pourquoi est-ce qu'on maintient le téléphone portable? Alors le téléphone avec des ados, c'est forcément toujours une question un peu centrale. Pourquoi travailler le cadre et le construire et le co-construire avec la personne concernée? Ben, c'est tout simplement parce que être là pour se poser, se poser, ce n'est pas forcément un objectif d'hospitalisation. Et s'ennuyer dans une unité d'hospitalisation, ben, c'est clairement pas thérapeutique. Déjà, ça enlève rien des problèmes qui sont dehors et ça va couper la personne de son réseau de soutien. Donc, c'est l'idée aussi de si, par exemple, le téléphone est un outil de soutien plutôt qu'une source de stress, mais là, c'est en responsabilisant la personne, de pouvoir travailler sur quel cadre de soins et d'hospitalisation va pouvoir permettre tout simplement d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. La question du cadre, où rapidement les infirmiers se disent on va être débordé, ça risque d'être le bazar. Si on a un cadre strict, en fait, c'est l'inverse. Si le cadre il est co-construit, qu'il est collaboratif, en fait, c'est beaucoup moins le bazar, justement. Et la question de on n'a pas le temps de faire ça, on est aux urgences, et bien en fait, au contraire, on gagne du temps, parce qu'en fait, c'est autant de gens qui ne repasseront pas aux urgences, et c'est aussi travailler dans de bien meilleures conditions, puisqu'en fait, ça va être beaucoup plus collaboratif, donc avec aussi des ados qui vont faire beaucoup plus confiance, des soignants qui feront plus confiance aux ados. On gagne en fait finalement le temps qui était passé à faire gendarme et voleur auparavant pour vraiment travailler sur des activités qui font sens et qui permettent aux soignants d'améliorer aussi leur bien-être au travail, où ils sont beaucoup plus contents de travailler les habiletés sociales avec des adolescents ou les compétences de régulation émotionnelle que de faire gardien de prison, ce qui était leur impression avant. Donc c'était aussi pour ça que ça nécessite vraiment de discuter en équipe, en fait, de se dire, voilà le cap vers où on souhaite aller. C'est normal que ça pose des interrogations, mais ça vient aussi questionner en fait finalement quel est le sens du métier de soignant en psychiatrie et du travail aux urgences, qui peut être très compliqué pour les professionnels, et notamment quand les professionnels sont au burn-out, les personnes concernées perçoivent plus de stigmatisation, donc il y a aussi plus de troubles du comportement, et donc ça vient augmenter le burn-out des soignants. Donc c'est particulièrement important d'inverser un petit peu les choses et d'améliorer le cadre et le sens de l'hospitalisation pour tout le monde, quelque part. Donc globalement, en fait, quelles sont les approches qui permettent de faire ça? En fait, vous avez une approche qui s'appelle No Force First, donc en premier, ne pas recourir à la force, qui fait partie des bonnes pratiques, notamment aux États-Unis. C'est donc l'équipe de William Anthony qui a décrit ça et qui est donc celle qu'on a mise en place aux urgences pédopsychiatriques du CHU de Saint-Étienne. Donc en haut à gauche, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez en fait un tableau qui a été fait par Elizabeth Flanagan, qui explique un petit peu comment finalement, du côté des professionnels et du côté des personnes concernées, à partir du moment où il y a un différentiel dans le pouvoir et qui se manifeste que ce soit dans l'organisation des locaux, mais aussi dans les relations entre les professionnels, on va créer les conditions pour le maintien de la stigmatisation et de l'autostigmatisation. Donc vous voyez un peu au centre, c'est toutes les caractéristiques de l'unité d'urgence. Donc déjà, est-ce que les entrées sont séparées? Est-ce que les toilettes sont séparées? La question de la différence en termes de pouvoir, est-ce que le pouvoir est partagé entre les professionnels
et la personne concernée et ses proches, ou est-ce qu'il est une relation qui est très verticale avec finalement le médecin et les professionnels de santé au-dessus et la personne concernée qui est en dessous en termes de différentiel de pouvoir. Et donc à ce moment-là, chez les patients, ça va générer en fait un mépris de soi, de la honte, la peur d'être rejeté, l'impression du coup d'une perte de statut social, d'être discriminé. Une auto-stigmatisation qui peut générer du coup un certain nombre de comportements. On sait que ça génère plus de symptômes. Par exemple, chez les personnes qui ont une schizophrénie, mais pas que, ça peut générer plus de symptômes, moins d'adhésion au traitement, plus de dépression, plus d'idées suicidaires. Donc les personnes vont agir comme des malades, ce qui va renforcer en fait les stéréotypes chez les personnes, chez les professionnels qui les soignent, avec des réactions émotionnelles négatives, des réactions comportementales qui peuvent qui peuvent être perçues comme stigmatisantes et agir du coup en retour sur les personnes. Donc en pratique, le No Force First, comment ça marche? En premier, en fait, ça nécessite qu'avant tout, on arrête toute pratique coercitive. On parle beaucoup du moindre recours à l'isolement ou à la contention. En fait, c'est plus large que ça. Il faut arrêter toute mesure de contrainte, formelle ou informelle, parce qu'il y a beaucoup de contraintes informelles dans les services de psychiatrie, et être vraiment sur un partage de pouvoir, un partage de risques, un partage de décisions, et une orientation assez radicale vers le rétablissement. Ça nécessite aussi donc discuter avec les équipes, arriver à la co-construction, arriver à un consensus, arriver à définir en fait que quand on a recouru à la contention chimique ou mécanique ou à l'isolement, il s'agit d'un échec dont personne n'est responsable a priori, hein, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on va reprendre après une situation où on va se dire qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là et comment on aurait pu faire ensemble finalement pour éviter telle ou telle chose et quelles pistes on peut en fait dégager pour pouvoir améliorer ça. Alors il se trouvait que dans le service on avait prévu ça et au fait au final on n'a pas du tout eu à le faire puisqu'en fait au final il n'y a pas eu de recours à la contrainte ni à l'isolement ni à la contention chimique ou mécanique. On ne s'est pas retrouvé à devoir faire ce type de stage comme on avait prévu de le faire si jamais c'était nécessaire. Un point qui est très central, c'est passer en fait d'une optique de réduction des risques, qui est souvent l'optique aux urgences, où on est dans une idée de protéger la personne, y compris contre elle-même, à la question d'un risque défini comme partagé, de travailler en fait sur la question des indications d'hospitalisation. Parce que parfois, tout simplement, en fait, je reprends l'exemple, un ado qui souhaite absolument pas être là, en voit pas l'intérêt et indique d'emblée qu'il ne se soignera pas. Ça pose tout de suite un certain nombre de questions sur l'indication d'hospitalisation là maintenant, sachant que la plupart du temps, autant l'hospitalisation en psychiatrie pour une fugue ou une mise en danger, ça ne servira pas à grand-chose, mais chez la même personne, si c'est pour explorer au niveau du diagnostic, est-ce qu'on est par exemple sur un trouble de personnalité borderline, est-ce qu'on est sur autre chose, pouvoir arriver à une compréhension mutuelle et travailler ensemble sur la régulation des émotions et comment faire pour réintégrer un projet de vie, là tout de suite, l'hospitalisation aura plus de sens. Mais ça va être en fait de sortir de l'idée de la protection immédiate et sortir de l'idée que l'hospitalisation et ou les traitements sont la seule réponse à la détresse émotionnelle des personnes concernées. Donc c'est vraiment passer de ça à ça. Et sur la question de la psychiatrie adulte, ça va être sur la question des soins sous contrainte, ça va être de l'utiliser de façon raisonnée, après avoir essayé tout ce qu'on peut finalement pour se baser sur des interventions qui facilitent le choix des personnes. Et ça, par exemple, à New York, ils ont pu le mettre en place. Et sur les gens qui étaient amenés par la police dans leur unité, celle de Laurie Ashcraft et de William Anthony, en fait, un tiers venait de façon tout à fait volontaire, sans besoin de recours à la contrainte. Aussi tout simplement parce qu'ils savaient à quoi s'attendre en arrivant à l'hospitalisation. Donc on est vraiment sur la question de construire un partenariat et une relation qui est collaborative, donc avec la personne concernée et avec ses proches. Donc comment on co-construit un cadre de soins, qu'est-ce qui est aidant, qu'est-ce qui n'est pas aidant, la question de pouvoir alerter quand ça ne va pas bien, versus savoir que si on alerte, eh ben, il ne va pas y avoir d'escalade thérapeutique, traitement augmenté, pyjama ou chambre d'isolement, ou etc. Au contraire, on va travailler sur comment on co-construit et comment on travaille pour aider l'ado et ses proches du coup à aller mieux. Donc on est vraiment sur cette question-là.
c'est vraiment, en fait, travailler sur les plans de gestion de crise, les mettre en œuvre, travailler sur les compétences des personnes et leur projet tout simplement de vie et pas s'intéresser aux personnes que quand elles vont mal. C'est aussi un gros problème qu'on a du coup souvent en pédopsychiatrie, en psychiatrie et en particulier aux urgences, c'est que les personnes disent mais en fait on s'occupe de moi que quand je vais mal et plus je vais mal, plus je demande une hospitalisation, plus on s'occupe de moi. Mais le problème, c'est que du coup, si on hospitalise, à ce moment-là, l'hospitalisation devient la seule réponse à un état de détresse émotionnelle. Et au final, ça ne suffit pas. Donc à ce moment-là, il risque d'y avoir un passage à l'acte à l'intérieur de l'unité, etc., etc., etc. Donc en particulier, pourquoi des soins de réhabilitation psychosociale et des pratiques orientées rétablissement en pédopsychiatrie? Mais ça vaut aussi pour la psychiatrie d'adulte, mais c'est particulièrement vrai pour la pédopsychiatrie, c'est en premier prévenir la iatrogénie hospitalière. Puisqu'un certain nombre de... Alors les personnes arrivent, présentent des troubles, mais ce qui va faire d'elle en fait un malade, avec une identité de malade, le fameux je suis schizophrène, au lieu de j'ai une schizophrénie, c'est aussi la iatrogénie hospitalière. L'hôpital peut, s'il est mal utilisé, avoir un effet iatrogène et transformer une personne avec un trouble en un malade présentant telle ou telle chose dont il faudra après travailler sur comment sortir de cette identité maladie, de cette auto-stigmatisation pour parvenir au rétablissement. Donc tout simplement parce que c'est des approches qui sont vraiment porteuses d'espoir et qui sont basées sur les forces, qui renforcent les compétences, à la fois sociales et de régulation émotionnelle, qui préviennent du coup la récurrence de passages à l'acte auto-agressif et la mortalité par suicide, qui préviennent l'autostigmatisation. Il faut savoir que chez les ados particulièrement, en fait, les ados hospitalisés en psychiatrie ont à peu près autant d'autostigmatisation que les adultes. Il faut savoir que la stigmatisation liée aux symptômes et aux troubles, elle est plus importante que la stigmatisation liée au diagnostic, qui a plutôt un effet soulageant dès lors que ça s'accompagne de la perspective du rétablissement. Il faut savoir aussi que du coup, les ados qui sont hospitalisés en pédopsychiatrie, en fait, dans un tiers des ados vont anticiper d'être discriminés à leur sortie d'hospitalisation, aussi tout simplement parce que maintenant, avec les données, avec les outils actuels, leurs camarades les auront géolocalisés aux urgences parce qu'ils ne se seront pas présentés en cours à 9 h le matin, et ça va être la question où est-ce que tu étais, pourquoi est-ce que tu as consulté à l'hôpital, qu'est-ce qui t'est arrivé, etc. Et en tout cas, un tiers anticipe d'être discriminé à leur sortie d'hospitalisation. Et si on regarde 6 mois plus tard, 2 tiers rapportent des expériences de discrimination. Donc très clairement, c'est aussi des choses qui sont à prendre en compte. Et on est vraiment sur la question de la prévention de l'autostigmatisation, donc ce processus par lequel l'identité d'une personne en fait est remplacée par une identité dévalorisée de malade et qui est un frein considérable au rétablissement, mais aussi prévenir la survenue de troubles psychiques sévères qui nécessiteraient un suivi à l'âge adulte ou d'un handicap psychique. On est aussi sur favoriser l'inclusion et améliorer le devenir à l'âge adulte et la qualité de vie. Et vraiment, les urgences, c'est un lieu qui est capital pour le dépistage et pour l'intervention précoce. Et pour toutes les personnes qui ne l'auraient, je fais un peu de pub pour le nouvel ouvrage de Luc Vignoux et Tania Lecomte, auquel j'ai eu le plaisir de contribuer. Donc, préjugés, discrimination et exclusion en santé mentale. Donc, pour toutes les personnes, lecture très intéressante sur le sujet. Donc là encore, il existe des interventions qui marchent aux urgences, mais qui restent assez peu accessibles. Tout simple, la prévention du risque suicidaire, on évoquait la question du plan de gestion de crise, l'intervention précoce, quand il y a des troubles débutants, c'est ce qu'on disait sur l'auto-identification sur la question de présenter un trouble versus la question du diagnostic. Et là encore, je réinsiste en particulier pour les troubles de personnalité, il ne faut pas oublier que souvent on a peur de stigmatiser les gens en disant vous avez un fonctionnement de personnalité borderline par exemple, mais la plupart du temps les gens sont très soulagés parce qu'ils disent ça fait 3 ou 4 ans en fait que je suis suivi pour dépression et ça marche pas, les médicaments ne marchent pas, on a tout essayé, l'hospitalisation ne marche pas, donc en fait je pensais que j'étais incurable. Donc entre malade incurable et personne qui a un fonctionnement de personnalité borderline avec la plus grande probabilité qui est de se rétablir de son trouble de personnalité borderline, c'est clairement pas la même chose. Donc là encore, ça va être aussi former du coup les équipes aux interventions généralistes dans le trouble borderline. Je prends l'exemple des bonnes pratiques cliniques, le GPM, des interventions qui sont plus spécifiques, de travailler sur la question de la divulgation des troubles,
prends l'exemple du programme Honest, Open and Proud, la réduction de l'autostigmatisation, etc. Donc un petit focus justement sur le trouble de personnalité borderline, qu'avec souvent cette question-là qui se pose, donc trouble borderline pendant l'adolescence, adolescence ou trouble borderline. Donc là encore, on peut poser un diagnostic à partir de l'âge de 13 ans si tous les signes sont présents. Il y a souvent une relative stabilité d'ailleurs quand tous les critères DSM sont présents, mais même quand il y a seulement quelques critères qui sont présents, on a plus de troubles associés, un moins bon fonctionnement social et scolaire, plus fréquemment un recours aux urgences, et très souvent on a un effet extrêmement soulageant du coup du fait de poser un diagnostic, d'expliquer. Il faut savoir que quand on intervient chez un préadolescent, par exemple une jeune fille de 13 ans qui a un trouble borderline, les interventions qui sont recommandées, on a nos collègues australiens qui ont beaucoup travaillé là-dessus, le befriending, c'est des choses qui en fait sont finalement assez basiques, c'est quelques rendez-vous dans lesquels en fait on va discuter du fonctionnement, expliquer un petit peu les choses et travailler sur la question des relations et de l'hypersensibilité interpersonnelle dans les relations, et souvent ça suffit. Il n'y a pas besoin de mobiliser toutes les interventions suivantes un petit peu plus tard. Donc aussi la question donc, des bonnes pratiques cliniques dans les troubles borderline, qui s'appliquent particulièrement aux adolescents. Vous avez l'image du coup à l'écran. Un point quand même sur lequel du coup je souhaitais aussi insister, c'est la question donc, des autistes, et notamment du risque suicidaire chez les personnes autistes, où en fait on a comparativement du coup aux personnes non autistes un risque qui est multiplié par 4 en termes de risque suicidaire, qui est même multiplié par 7 chez les femmes, comparativement aux femmes non autistes. Et si on regarde en dessous, chez les adolescents ou les jeunes adultes, si on contrôle par les 3 ans suivant une tentative de suicide, les autistes ont un risque quasiment 6 fois plus élevé de refaire une tentative de suicide. Donc c'est particulièrement important de s'intéresser au risque suicidaire dans cette population. Et d'ailleurs, en fait, si on prend la file active des urgences pédopsychiatriques, en fait, on a à peu près 50% d'adolescents qui présentent des troubles de personnalité. On est à 40% d'autistes, souvent non diagnostiqués. Et le reste, ça va être un petit peu plus tout venant. Mais globalement, le public majoritaire, c'est autisme, ou en tout cas troubles du neurodéveloppement, et troubles de personnalité. Donc le principe de traitement aux urgences en troubles de personnalité borderline, donc déjà, ça va être, première chose, c'est les principes généraux des bonnes pratiques cliniques dans le trouble borderline, c'est d'être actif, en fait, d'être curieux de la personne, mais pas curieux que de ses idées suicidaires, ou que de ses symptômes, d'être curieux de sa vie réelle, de ce qu'elle nous raconte, de pouvoir challenger tout ce qui est réaction un peu d'évitement, tout ce qui est silence, tout ce qui est changement de sujet. C'est d'être actif, mais pas réactif, c'est-à-dire pas réagir systématiquement par une escalade à tout moment où la personne va amener une idée suicidaire ou va amener un tel ou tel élément, de pouvoir en fait pas être dans la réaction systématique, mais dans l'action, d'aider la personne à comprendre. Donc vraiment s'intéresser à la personne, valider ses ressentis émotionnels, être focalisé là encore, et c'est particulièrement vrai, ça revient un petit peu à tout ce qu'on disait au début, on est aux urgences, mais le focus, c'est la vie réelle. Le travail, la scolarité, les relations avec les amis, les relations sentimentales, les relations familiales. C'est travailler aussi sur la relation avec le thérapeute, c'est attendre un changement, c'est-à-dire que finalement, si on met en place quelque chose, si on hospitalise par exemple, c'est parce qu'il y a un intérêt et parce qu'il va y avoir un effet et parce qu'on va pouvoir mobiliser quelque chose avec la personne. Et ensuite, c'est la responsabilisation, c'est la vie de la personne, c'est elle qui est au centre de sa vie et de ses soins. Donc ça, c'est particulièrement important de pouvoir travailler avec la personne et ses proches là-dedans, et de discuter du coup de l'indication. Vous voyez en fait en bas à gauche, tout ce qu'on peut faire de iatrogène avec des ados ou des adultes présentant un fonctionnement de personnalité borderline aux urgences. Donc en premier lieu, des hospitalisations qui ne soient pas nécessaires. Et là, en fait, clairement, c'est souvent une escalade thérapeutique, on ne sait pas trop quoi faire d'autre. On a toujours la question de la responsabilité, et si suicide, et si telle ou telle chose se met en place. Et en fait, là, à ce moment-là, on va, chez la personne, provoquer le fait que l'hospitalisation est en tout cas la seule ou la meilleure réponse aux états de détresse émotionnelle.
Tandis que qu'est-ce qu'on peut faire à la place? C'est travailler donc avec la personne concernée et les proches sur le plan de gestion de crise, sur comment travailler, renforcer la question du lien social et du soutien social. Après, ça va être aussi la question de la sécurité. Comment on évalue le risque pour la personne ou pas? Et ça, il faut prendre en compte aussi le fait qu'aux urgences, il y a beaucoup de passages. On peut très rapidement, les soignants peuvent aussi très vite se retrouver fatigués, voire avec des symptômes de burn-out, etc. Et ça va être du coup, très rapidement, on risque d'augmenter une optique de gestion des risques plutôt qu'une optique de risque partagé. Donc c'est aussi pouvoir former les équipes, s'engager avec eux et travailler toujours sur le lien avec le reste du réseau social de la personne. La question de la médication, souvent c'est qu'on ne sait pas quoi faire encore. C'est comme on ne sait pas forcément comment réagir, il y a une escalade thérapeutique, mais là encore, on met le médicament comme étant la seule solution à l'état de détresse émotionnelle, alors qu'on peut tout à fait travailler sur la question du soutien, travailler sur la psychoéducation en disant qu'est-ce qu'on peut attendre d'une hospitalisation, qu'est-ce qu'on peut attendre d'une médication dans tel ou tel contexte, et qu'est-ce qui relève d'un traitement psychothérapeutique en ambulatoire qu'on peut commencer, qu'on peut initier, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on peut attendre d'une hospitalisation. Et après, bien sûr, il y a toutes les contre-attitudes qu'on peut avoir et qui vont augmenter du coup la perception d'être stigmatisé chez des personnes borderline, qui, je le rappelle, sont souvent parmi les troubles les plus stigmatisés de la psychiatrie. Donc là encore, ça va être pouvoir prendre en compte ces contre-attitudes et pouvoir toujours garder une optique axée vers le rétablissement et sur la possibilité de rétablissement des personnes. Donc vous avez sur la question de la médication, c'est en bas à droite, des guidelines qui ont été établis sur l'usage de la médication. Donc globalement, la psychoéducation sur qu'est-ce qu'on peut en attendre, utiliser bien sûr la médication lorsqu'elle est nécessaire, travailler toujours sur les stratégies de désescalade avant de recourir systématiquement à la médication, et pouvoir en fait intégrer la médication dans un plan personnalisé de rétablissement, mais qui comprend plein d'autres choses et plein d'autres éléments qui vont permettre à la personne tout simplement de se sentir connectée aux autres et de réduire son état de détresse émotionnelle. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est présenter les hospitalisations ou les traitements comme le seul ou l'unique traitement pour les symptômes borderline. Utiliser, ou en tout cas que ce soit perçu, que ce soit l'utilisation de l'hospitalisation, de la contrainte ou la médication, comme quelque chose de punitif, et de ne pas forcément que la personne ne comprenne quel en est l'intérêt. Donc tout ça pour vous dire un peu, vous amener à ce qu'on a fait. Donc à partir de février 2022, quand on a réorganisé notre unité intra-hospitalière de crise, donc sur Saint-Étienne, la filière de crise, donc il y a en fait une unité de 4 lits pour les 10-18 ans, qui est une unité territoriale qui couvre du coup le sud de la Loire, mais aussi Montbrison, le Roannais. Il y a autrement une unité de 7 lits programmée en pédopsychiatrie pour les adolescents, mais là je vous parle vraiment de cette question de l'unité intra-hospitalière de crise. Donc il y a 0,60 équivalent temps plein de PH, 3 internes qui vont réaliser les avis aux urgences pédiatriques, la pédiatrie de liaison, les avis en maternité et les avis aux urgences adultes pour les plus de 15 ans et 3 mois. Donc l'idée, ça a vraiment été d'orienter les soins vers le rétablissement, de mettre en place un cadre de soins qui soit collaboratif avec l'enfant, l'ado et ses parents. Donc c'est vraiment la question des affaires personnelles, la question des visites, la question des permissions, la question aussi de la scolarité pendant le temps de l'hospitalisation, pour après pouvoir rediscuter de qu'est-ce qui s'est passé, par exemple avec les amis, où la personne s'est sentie isolée, n'a pas osé parler, s'est sentie critiquée par les autres. Et ça donne plein d'éléments qu'on peut mettre en place avec les personnes. Donc on a tout arrêté d'un coup en février, donc plus de pyjama, plus de porte de chambre fermée, plus de contention chimique ou mécanique. Et en parallèle, on a mis en place un dépistage assez fréquent des troubles du neurodéveloppement, l'utilisation d'échelles psychométriques pour le stress post-traumatique, pour la dépression, pour l'anxiété, pour le fonctionnement de personnalité borderline. Et en parallèle, on est en train de développer un centre de réhabilitation psychosociale en période de crise pour les pré-ados et ados, avec une offre de soins qui soit pharmaco et non pharmaco, dont des soins de réhabilitation et un plan de formation donc, dédié. Quels outils pour quelles interventions? C'est pour vous donner un peu les éléments de qu'est-ce qui peut être mis en place. Déjà, en premier lieu, explorer et poser un diagnostic. Je le redis, les urgences sont un excellent endroit pour pouvoir faire ça. Quand je suis arrivé à Saint-Étienne, on m'a dit qu'il y avait très peu d'autistes qui consultaient aux urgences. Résultat, ça représente 40% des passages.
Ou souvent, c'est des personnes qui ne sont pas diagnostiquées. Pareil sur la question du fonctionnement de personnalité borderline, c'est des personnes où c'est écrit dans le dossier depuis très longtemps. Tout le monde le sait, sauf elles. Et là, ça va vraiment être comment on explore ensemble les symptômes, comment on pose le diagnostic et comment on réalise de la psychoéducation derrière pour que ce ne soit pas simplement un diagnostic, mais quelque chose pour se rétablir. Donc, psychoéducation personnelle, mais aussi familiale. On est en train d'adapter le programme BREF aux adolescents. La question du programme Connexion familiale, que beaucoup d'entre vous connaissent probablement pour le trouble borderline. Un plan de gestion de crise. Donc, ce qu'on a mis en place de façon systématique, c'est tout adolescent préadolescent ou adolescent qui est hospitalisé du coup aux urgences pédopsychiatriques ressort avec un plan de gestion de crise. Et dans beaucoup de cas où on a des personnes qu'on a vues du coup en avis aux urgences pédiatriques ou aux urgences adultes, on va être amené souvent à les revoir en post-urgence pour travailler la question du plan de gestion de crise et l'orientation vers un suivi ambulatoire. Comme on est au contact d'ados, la question de la guidance parentale est particulièrement importante, mais même ça s'applique aussi à la psychiatrie d'adultes. Le soutien des proches est central. Et un certain nombre d'outils qu'on peut utiliser donc, pour permettre de renforcer les compétences de régulation des émotions, travailler sur la prévention de l'autostigmatisation, les compétences sociales, l'affirmation de soi, etc. Donc globalement, voilà ce qui est affiché dans le bureau infirmier. Donc la communication non violente, qui est travaillée systématiquement avec les ados qui sont hospitalisés aux urgences pédopsychiatriques. Également, ce qui est affiché, il y a la méthode JIP pour formuler une demande, la méthode DESC, comment aussi exprimer comment dire non, des techniques d'ancrage émotionnel, comme un thermomètre des émotions, les plans de gestion de crise. Donc voilà les outils utilisés par les équipes infirmières auprès des adolescents hospitalisés. Donc, on a remplacé tout ce qui était temps collectif, un peu de jeu de société ou autre, par tout ce qui est plutôt habileté sociale et compétences de régulation émotionnelle. Et dans les objectifs des séjours, souvent, la plupart du temps, ça va être explorer un diagnostic, travailler sur la question de la régulation émotionnelle ou les compétences sociales, établir un plan de gestion de crise, et dans plusieurs cas, en fait, travailler sur la question de la reprise de la scolarité. Donc, le plan personnel de gestion de crise, vous le connaissez tous par cœur, mais toujours est-il que du coup, chaque ado ou préado l'a, le remplit avec ses proches, on en discute également du coup avec les professionnels de santé, et souvent, ça aide énormément la communication entre l'ado et ses parents, puisque finalement, les parents sont très en demande de ça, et l'ado aussi, d'un manuel finalement de fonctionnement de cet ado, comment il est quand il va bien, les symptômes qui indiquent que l'ado commence à pas aller bien, comment l'aider au mieux, qu'est-ce qui aide et qu'est-ce qui n'aide pas, ça souvent c'est très important, parce qu'on a souvent des ados qui disent «Ah, il faut que tu viennes me voir et que tu me demandes, mais il ne faut pas que tu me demandes trop, donc il faut que tu saches venir quand en fait il faut, mais pas quand il ne faut pas», etc. Et donc ça va aider aussi les parents à ne pas être dans une optique en fait de prévention des risques uniquement, mais de continuer à avoir leur fils ou leur fille et d'avoir une relation parent-enfant en intégrant bien sûr le trouble, mais que le trouble ne dirige pas non plus la vie de la famille. Également, du coup, le programme Honnête, ouvert et prêt, donc Honest, Open and Proud, sur la question de la divulgation qui peut tout à fait être travaillée au sein d'un séjour aux urgences pédopsychiatriques, où la durée moyenne de séjour est de 5 jours. En tout cas, c'est 5 jours, pas plus, quand il y a une hospitalisation. Et 5 jours dans lesquels sont planifiés un certain nombre de choses, en travaillant sur les avantages, les inconvénients de la divulgation, et sur comment divulguer à ses amis, comment divulguer à ses proches, au reste de la famille, qu'est-ce qu'on n'explique pas, comment, etc. Le programme NECT, que vous connaissez, mais qui peut aussi tout à fait servir, être enclenché. Là, on est plutôt sur le centre de réhabilitation psychosociale de crise que directement l'unité d'urgence. Mais en tout cas, tous les soins de réhab que vous connaissez peuvent tout à fait s'appliquer dans ce contexte. Et je vous remercie de votre attention. Peut-être pour illustrer, comme on a un petit peu de temps, je vous ai prévu une petite vignette clinique. Donc une petite vignette clinique d'une jeune Céline, donc de 16 ans, qui était hospitalisée en pédopsychiatrie dans une unité pour ados assez classique, de plus long séjour, en novembre 2021. Alors le motif d'hospitalisation, c'était une jeune fille qui était suivie au centre référent TESA depuis plusieurs années. C'était conduite autodommageable, idée suicidaire. C'est une jeune fille dont les parents sont séparés, mais qui arrive à s'entendre, alors, ils s'entendent pas, mais ils arrivent à s'entendre autour de la situation de Céline et à être un soutien pour elle. Elle a une petite sœur, elle a un antécédent d'abus par un enseignant lorsqu'elle était au collège,
dont elle n'a pas pu parler avant la troisième et qui générait quand même pas mal d'éléments post-traumatiques ensuite. C'est une excellente élève, elle était engagée donc dans plusieurs activités extrascolaires, l'école des pompiers, etc. Elle était plutôt très active. Elle faisait, je crois, 45 minutes ou 1 heure de trajet par jour pour aller, du coup, se rendre à son lycée. Et elle était très, très occupée. Donc, au niveau du cadre de soins, ça a été un cadre de soins classique de milieu intra-hospitalier, où en fait, ce qui a marqué du coup la jeune Céline, qui a pu le dire et qui a pu ensuite le formaliser aux personnes qui l'ont suivi en pédopsychiatrie à ce moment-là, c'est qu'en fait, on lui a présenté tout ce qu'elle risquait de perdre si en fait elle présentait les troubles du comportement. On disait en fait le cadre c'est ça, mais si jamais ça va pas, et ben du coup tu perds l'accès à tes affaires personnelles. Si ça va toujours pas, tu te retrouves en pyjama, tu perds l'accès aux permissions, tu perds les visites, tu perds ci, tu perds ci, tu perds ça, jusqu'à la chambre d'isolement. Et à aucun moment, en fait, on a abordé qu'est-ce qu'elle pouvait gagner si, du coup, finalement, elle s'engageait dans les activités qui lui étaient proposées. En tout cas, elle a vécu ça comme, en fait, une déconnexion totale à son entourage familial, une désinsertion par rapport aux amis qu'elle avait gardés, une désinsertion par rapport à l'école. Elle était coupée complètement de ses proches, interdiction du téléphone portable. Elle a eu l'impression de descendre aux enfers. Et ça a résulté, ce qui devait arriver arriva. C'est-à-dire qu'il y a eu passage à l'acte sur passage à l'acte au milieu intra-hospitalier. À la fin, c'était jusqu'à 7 passages à l'acte par semaine. Donc vous imaginez l'impact sur les équipes hospitalières, avec notamment avoir dû la dépendre plusieurs fois en chambre d'isolement. Donc c'était une jeune fille qui sortait dans le service, qui repartait en chambre d'isolement, qui alternait pyjama, isolement, contention, etc., sans aucune efficacité, qui est sortie du coup fin février 2022 avec un essai de reprise de scolarité qui a été non concluant et qui a été orienté donc, par sa pédopsychiatre référente, en fait, directement donc, vers les urgences et le suivi réagir. Donc, j'ai reçu en consultation programmée aux urgences, puisque c'était une jeune fille qui avait un vécu très très négatif de l'hospitalisation, qui avait été clairement iatrogène. Et en fait, on a fait un bilan diagnostique, il s'est avéré que c'était une jeune fille autiste. On a travaillé avec elle et ses parents sur l'intérêt des hospitalisations versus leur effet iatrogène. Donc, on a remis aussi l'hospitalisation un peu à sa juste place. On a travaillé sur un plan de gestion de crise. Donc, c'est une jeune fille qui présentait beaucoup de conduites autodommageables et qui ensuite a switché sur des conduites de restriction alimentaire en disant, lorsqu'elle était hospitalisée pour quelques jours, je ne mangerai plus, je ne boirai pas, vous serez obligé de me contenir. Et dans ce cas-là, ça a conduit à une sortie d'hospitalisation en accord avec ce qui avait été décidé dans le plan de gestion de crise, puisque l'hospitalisation était iatrogène, et un travail en fait en vie réelle sur la question de la reprise d'activité à la fois à l'école, en extrascolaire et la communication avec son entourage familial. Il y avait des traitements pharmacologiques qui n'avaient clairement pas d'effet thérapeutique, qui étaient plus iatrogènes qu'autre chose, on les a arrêtés. On a beaucoup travaillé sur la psychoéducation personnelle et familiale, les compétences sociales, JIP. Alors c'est une jeune fille qui maintenant, du coup, quand elle vient en consultation, a JIP sur la main, où elle a appris par cœur comment formuler une demande par rapport à ça. Et on a beaucoup travaillé sur la régulation émotionnelle. Quand en juin 2022, comme c'était sa demande, elle a pu reprendre la scolarité juste avant la fin de l'année scolaire. Et là, elle a repris sa scolarité, elle est en internat, elle refuse un petit peu les différentes activités qu'on peut lui proposer. Elle est très sollicitée par ses camarades pour déjeuner avec elle. Elle est en train de trouver finalement un peu un équilibre entre son besoin de repos et la fatigabilité sociale et la connexion aux autres. Elle tient le premier rôle dans une comédie musicale. Et depuis juin 2022, il n'y a plus aucune conduite autodommageable, il y a une disparition du TCA. On est sur une jeune fille qui n'aura pas besoin d'un suivi psychiatrique à l'âge adulte et qui sera probablement suivie uniquement par son médecin de famille. Donc c'était pour vous donner un petit exemple en fait de qu'est-ce que ça peut représenter concrètement en termes d'urgence, mais ça a été aussi resituer l'hospitalisation et les soins et la gestion de la crise, et ne pas parler que de la crise, mais parler à chaque fois des objectifs de rétablissement. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, beaucoup, Julien, de cette présentation très passionnante et très riche également. Je vous invite à tous à pas hésiter à mettre des commentaires ou des questions sur le fil pour qu'on puisse les partager. Moi déjà, je vais commencer du coup comme je vais engager les choses.
je me disais que effectivement, les urgences, en tout cas de mon expérience et du vécu, c'est un endroit qui peut-être est particulièrement, avec l'intensité qu'il y a, il y a beaucoup de vécu de peur, en fait, de la part des parents, de la part des soignants, de la part la question de la pensée du risque, en fait. C'est-à-dire que je me demandais si ça avait été quelque chose qui avait dû être travaillé avec les équipes, enfin l'équipe là, ou les équipes qui ont changé leur pratique. Est-ce que ça a dû particulièrement être travaillé, cette histoire de notre habitude en psy, de devoir gérer le risque et d'être un peu mandaté pour devoir discipliner ce risque-là et cette incertitude qui, du coup, nous entrave aussi et peut-être empêche d'accéder à une pensée rétablissement. Donc, est-ce que vous avez particulièrement travaillé et comment sur la question de la gestion du risque? Alors, merci de la question. En fait, c'est complètement impossible de ne pas le travailler avec l'équipe. Clairement, c'est le genre de choses que si c'est un médecin qui le décide dans son coin, ça ne marche pas. En fait, en premier lieu, ça nécessite de discuter avec les équipes et de discuter, de poser clairement cette question. Mais aussi de dire, en fait, à quel moment ça a pu, qui ça a aidé finalement de pouvoir en fait avoir cette approche de réduction des risques, en quoi elle a marché. Et notamment, ça, on l'a sur la question, donc, la question du cadre de soins, on l'a sur la question du pyjama, la question de la contention, la question de l'isolement. Et globalement, en fait, ça va être discuté. Qui est-ce que ça a sauvé? Ça a sauvé personne. On revoit toujours les mêmes. On a l'impression que ça sert à rien. On est dans une perte de sens. On est en permanence. On était infirmier, donc on ne s'est pas engagé pour ça. Mais on se retrouve à devoir fliquer pour vérifier qu'il n'y a pas de lame, qu'il n'y a pas ci, qu'il n'y a pas ça, etc. Et c'est pas du tout pour ça qu'on a fait psychiatrie. Et donc, ça va être vraiment de travailler sur ça et de présenter un peu aux équipes aussi les données de la science, notamment par exemple dans le trouble de personnalité borderline, mais toutes les pathologies de la régulation émotionnelle. Qu'est-ce qui se passe en fait dans le cerveau de la personne quand en fait on la met en pyjama pour tel ou tel élément, quelle émotion elle ressent et pourquoi elle réagit comme ça. Et souvent, ça fait un peu un choc chez les personnes qui disent mais en fait c'est nous qui provoquons le passage à l'acte. Non, mais l'attitude non orientée rétablissement contribue au passage à l'acte. Et donc ça, à ce moment-là, ça va être d'inverser un peu le braquet et de comment ça pourrait refaire sens. Et souvent, les infirmiers disent, oui, mais voilà, dans les indications d'hospitalisation, il y a des gens qu'on ne comprend vraiment pas pourquoi ils sont hospitalisés, ils ne veulent pas être là, etc. Et oui, effectivement, c'est aussi rediscuter la question des indications, rediscuter la question des objectifs de l'hospitalisation qui soient co-construits et la question du cadre. Il n'y a plus aucun problème à ce qu'il y ait un cadre ouvert à partir du moment où on a travaillé sur le fait que c'était un cadre de soins collaboratif et que l'hospitalisation, elle n'avait de sens que si on pouvait se faire confiance et qu'on pouvait discuter ensemble et qu'on n'avait pas besoin de vérifier les portes sont ouvertes. Les ados vont dans leur chambre exactement quand ils le souhaitent, ils gardent leurs affaires, ils ont leur téléphone portable, donc il n'y a pas eu de débordement particulier. Et après, ce qui marche, souvent les équipes disent, bon ben ok, de toute façon on a déjà tout essayé, donc ça ne marche pas, pourquoi on n'essaierait pas? Et quand ils ont essayé, là d'un seul coup, ils disent, mais en fait ça marche. Et là, ce que disent les équipes derrière, c'est maintenant on ne reviendrait surtout pas en arrière. Parce qu'en fait, ils ont beaucoup plus de sens. Les équipes sont très contentes. Dans les bureaux infirmiers, il y a toutes les différentes techniques qui sont mises en place. Ils sont beaucoup plus contents de faire travailler du DIP à un adolescent ou une adolescente pour travailler sur les questions, par exemple, qui vont être posées pour travailler comme animatrice dans un centre aéré après le BAFA. Comment je pourrais poser mes questions pour mieux connaître la structure, savoir ce qui est attendu de moi, ou etc. Ou comment je pourrais demander à mon prof tel ou tel ajustement au niveau des conditions de scolarité, que de se retrouver systématiquement à ne parler que du risque. Et c'est aussi la question en fait de où est la focale. Et quand en fait, globalement, ça nécessite, je suis complètement d'accord avec toi, une déprogrammation. Passer d'une réduction des risques à vraiment quelque chose de partagé et à dire en fait, cette question-là, et les internes le disent, puisque maintenant ils viennent tous très régulièrement aux urgences pédopsychiatriques pour s'y former. Ce qui est difficile pour eux, c'est de ne pas aller directement sur la question du risque, urgence, dangerosité, etc. Mais de dire, OK, très bien, soit c'est présent,
mais ce qui nous intéresse, c'est votre vie à vous. Mm. Et la question de qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous définit, quelles sont vos valeurs, quelles sont vos forces, et quel est votre projet de rétablissement. Mm. C'est vrai qu'on voit bien à quel point il y a cette déprogrammation, puisqu'on a tous été formés, on a grandi avec cette question d'être responsable du risque. Alors c'est vrai pour toutes les approches rétablissement, de manière générale partout, mais aux urgences, on sent que c'est enfin, très présent. Je me posais la question parce qu'on voit comment je me dis, bah, chouette, le fait de former, enfin d'apporter du contenu, de dire bah oui, mais en fait ça ne marche pas, montrons ce qui marche. Je me dis de quelle manière on peut accompagner ces équipes à ce changement de paradigme-là aux urgences, parce que ça parle de choses très, très émotionnelles en fait, la question de la peur, la question de l'inconfort aussi, de passer du confort de la coercition pour les équipes, parce qu'il y a un confort comme ça, il ne va rien se passer. En tout cas, Avec cette l'inconfort, croyance-là, au final, ça se passe et on se fait taper dessus et il y a des fugues et il y a des passages à l'acte. Donc, en tout cas, c'est sur ça qu'on peut se baser. cette Mm. croyance d'un confort de contrôle, en tout cas, d'un Mm. sentiment de contrôle au confort. En fait, avec cette transition on va être avec de l'inconfort qu'on accepte pour aller vers un confort qui est celui du rétablissement d'équipe, en fait, ce que j'appelle le rétablissement d'équipe, c'est-à-dire le fait de se sentir à nouveau en capacité d'être soignant et de faire quelque chose qui est utile aux personnes de manière. Et donc, quand tu dis il ne reviendrait jamais en arrière, on sent ce cheminement-là, en fait, qu'ils ont eux-mêmes traversé. Et donc, de passer par cet inconfort-là, en fait, c'est peut-être plus une remarque. On se dit, enfin, le mode d'emploi est probablement. Moi, je serais assez demandeuse d'explorer un peu les modalités d'accompagnement des équipes pour pouvoir Alors, très traverser clairement, ça, en fait. ce qu'on a prévu de former là, dans le cadre de Refocus, l'équipe des urgences adultes, du coup, les urgences psychiatriques adultes aux pratiques orientées rétablissement. Donc, ils vont avoir Refocus. Et je pense que la question des unités de crise et des urgences est une question particulièrement stratégique pour le déploiement de pratiques orientées rétablissement. Si on les met en place là, globalement, ça a un effet, on l'a vu sur le service de pédopsychiatrie, ça a eu un effet en fait un peu en boomerang sur, du coup, en tout cas par ricochet, ça a été sur l'unité d'hospitalisation pour adolescents, pour les CMP. En fait, le fait que du coup les patients ressortent avec leur plan de gestion de crise, qu'ils ressortent avec ça a re-questionné un certain nombre de choses, facilité des espaces de discussion. Et ça a eu un effet un peu boule de neige sur les différents services. Donc clairement, Refocus, c'est une façon d'accompagner, mais là, ça n'a marché que parce qu'en fait, alors moi, j'étais directement présent aux urgences, mais là encore, j'étais présent qu'à 0,60% en comptant la psychiatrie périnatale, les cours, etc. Donc, j'avais aussi des internes que j'ai formés à ça. On a mis en place ça dans la formation des internes avec un séminaire sur la réhabilitation et ces éléments-là là-dedans. Et c'est des équipes en fait qu'on accompagne au quotidien. Ça veut dire aussi que le médecin, pendant un temps donné, est aussi plus présent. Et c'est aussi pour ça que Refocus marche bien, c'est que c'est la construction d'une culture commune. Il n'y a pas le médecin d'un côté et les équipes de l'autre, il y a une équipe dans sa globalité, médecin, cadre, infirmier, psycho, etc., qui se forme aux pratiques orientées rétablissement et où il y a une cohérence d'ensemble qui se dégage. Mhm. Alors, il y a une question pragmatique qui rejoint les réflexions que j'avais. C'est donc une personne qui dit est-ce que vous avez connaissance de retour d'expérience en psy adulte? Donc voilà, tu viens d'en parler, en France ou à l'étranger, en dehors donc quelque chose qui s'est déjà mis en place. Et l'autre question qui va avec, c'est comment les professionnels ont été formés. Donc, tu parlais de Refocus, peut-être dire quelques mots sur ce que c'est que Refocus éventuellement. Alors, en France, la question de l'orientation des urgences spécifiquement aux pratiques orientées rétablissement, à ma connaissance, non. À l'étranger, clairement, oui, puisqu'il y a notamment aux USA, dans l'équipe de Bill Anthony, et en Angleterre aussi, où ça a été évalué, avec un effet notamment sur la réduction des pratiques coercitives et sur la réduction des passages à l'acte hétéro-agressifs sur les professionnels. Donc, plutôt des expériences à l'étranger
Et là, en France, du coup, celle qu'on a mis en place sur le CHU de Saint-Étienne, on va probablement publier un papier en français sur ça dans les prochains mois. Et après, la deuxième partie de la question, donc sur Refocus. Donc Refocus, c'est vraiment l'idée d'un programme en fait sur 3 jours qui cible vraiment la question en fait des relations interpersonnelles entre les professionnels de santé et la personne concernée, la question en fait du partage du pouvoir et la question des compétences de coaching, comment accompagner la personne, identifier ses valeurs, ses forces, ses préférences, ses priorités pour se rétablir et pouvoir construire un plan personnalisé de rétablissement, intégrant un plan de suivi individualisé, un plan de gestion de crise. Donc c'est vraiment travailler sur les 3 jours, il y a beaucoup de jeux de rôle, beaucoup d'éléments dans lesquels en fait on va se mettre là-dedans, le tout étant, l'objectif étant de réduire l'inconfort, justement pour les professionnels et de s'appuyer. Et ce qui est particulièrement important, en fait, c'est que du coup, de s'appuyer sur la motivation des professionnels. C'est pas quelqu'un qui décrète qu'on va orienter les choses. Là, typiquement, moi, quand j'en ai discuté avec l'équipe, il y avait eu jusqu'à 12 adolescents hospitalisés pour 4 lits, il y avait plusieurs passages à l'acte, il y avait des fugues, ils n'en pouvaient plus. Et du coup, très clairement, ils disaient: «On se retrouve dans un truc, on s'y retrouve pas du tout». Il y avait un turnover important, une mauvaise qualité de vie au travail et c'est aussi de dire, en fait, on va améliorer la qualité de vie au travail et on va améliorer la question du sens au travail. Et en fait, c'est les ados qui vont vous aider à, les suivre et c'est la question aussi du partage de la responsabilité à chaque fois et typiquement, ça peut pas s'imposer à une équipe. Mmh. Alors, on a 2 autres questions, du coup, je suis le fil. Quelqu'un, alors je suis embêtée parce que je ne sais pas de quoi il parle. Réagir, demande, qu'est-ce que c'est le JIP? Ah oui, c'était les Ah, techniques d'habileté JEP. sociale. C'était JEEP, donc jeu, empathie, émotion, précision et persévérance. C'est des techniques d'entraînement aux habiletés sociales sur comment on formule une demande. Et ça, c'est particulièrement utile, notamment chez les adolescents et adolescentes autistes, où la question de l'empathie est régulièrement oubliée lorsqu'on provoque telle ou telle chose. Mais globalement, ça va être aussi, c'est le parallèle avec la communication non violente. Au lieu de commencer, et souvent on travaille ça aussi avec les parents, par tu devrais faire telle ou telle chose, ou t'as pas fait telle ou telle chose, etc., etc. Mmh mh. D'accord. Et alors des questions de formation. Qui forme en France à Refocus? Et moi et du coup, je reformule la question sur, les bonnes pratiques cliniques, borderline, les formations comment on peut, avoir des relais pour, former nos équipes? Puisque nous, on a le souhait de former sur la région Pays de la Loire aux bonnes pratiques cliniques, en tout cas, je parle sur les troubles borderline. Et Refocus, bon, donc voilà, je te laisse répondre. Est-ce que tu peux parler de ces différents types de formations? Comment on fait pour trouver les réseaux de formation autour de ça? Alors, toutes les informations sur Refocus sont accessibles en ligne. Alors, pour l'instant, uniquement en version anglaise, mais là, on est en train de traduire le manuel. Et bien sûr, donc ça, Refocus sera accessible par l'un des 18 centres en psychiatrie de l'adulte ou en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent qui participent du coup à l'étude, et en l'occurrence pour les Pays de la Loire, le CRESEC. Sur tout ce qui est bonne pratique clinique dans le trouble borderline, donc c'est notamment c'est Patrick Charbon du coup qui est psychiatre libéral du coup en Suisse, et puis ses collègues des hôpitaux universitaires genevois qui peuvent organiser des formations d'une journée et éventuellement des approfondissements. Il y en a une donc à Saint-Étienne en avril, il y en a une à Lyon il n'y a pas très longtemps. Il y en a régulièrement dans différents endroits de France. OK. Et on vous fera une petite compile des formations pour ceux qui demandent ça. En fait, on fera le CREAPS fera une compile des différentes Je types. retiens l'idée en tout cas de spécifier peut-être pour les services d'urgence et de peut-être voir un peu des guidelines pour l'implémentation des pratiques orientées rétablissement aux urgences, Mm. qu'il s'agisse des urgences pédopsychiatriques ou des urgences adultes. Je sais qu'aussi plusieurs collègues pédopsychiatres m'ont déjà sollicité pour former sur ces questions-là, Mm. sur Lyon, sur Poitiers, sur Lille, sur différents éléments, ou en tout cas très clairement, l'idée, ce serait de pouvoir peut-être adapter à la spécificité des urgences et transformer, déconstruire l'idée que c'est l'endroit où on peut moins le faire. C'est au contraire l'endroit où c'est le plus pertinent de le faire. C'est un peu comme pour Profamille.
où il y a tout plein de gens qui arrivent en disant toutes les bonnes raisons pour lesquelles ils pensent qu'ils ne peuvent pas participer à Profamille et qui sont en fait toutes les bonnes raisons pour lesquelles ils devraient participer à Profamille. Mm, mm. Alors, Victorine qui demande comment faire en sorte d'avoir un bon réseau de partenaires pour les soins en aval. Est-ce que, Victorine, tu veux bien prendre la parole enfin, si tu peux, pour préciser un bon réseau de partenaires pour les soins en aval de manière générale pour les TSA ou de manière... est-ce que Ouais, tu peux... alors c'est de manière générale, après un passage aux urgences aussi, moi ce qui me questionne, c'est aussi parfois l'orientation des personnes, alors je pense plus psychiatrie adulte, mais vers des professions libérales, psychothérapeutes, etc. On a quand même beaucoup de difficultés à avoir un bon réseau de partenaires un peu fiables qui vont pouvoir proposer des soins, qui vont être axés rétablissement. Alors, je sais bien qu'il n'y a pas une formule magique, mais c'est un peu discuté de ça. Mm. Ben, en fait, c'est aussi que c'est un peu ce que je disais, merci de la question. Il n'y a pas forcément de réponse univoque, mais par contre, ce que j'ai pu moi remarquer, c'est quand en fait les urgences changent, tout le reste du service et du réseau d'aval change, par effet boule de neige. Parce que par définition, les patients vont rentrer via les urgences, mais après, c'est les patients qui sont informés, qui ont repris du pouvoir d'agir, qui vont retourner dans leur centre médico-psychologique, qui vont retourner du coup dans leur hôpital de jour ou dans leur unité intra-hospitalière et qui vont discuter avec leurs référents. Et ça entraîne après des discussions entre médecins et de l'intérêt pour tel ou tel type de pratique qui est vraiment concrète. Et globalement, je reprends la situation de ma jeune Céline, des situations comme ça, en fait, où globalement, c'était dans l'esprit de beaucoup des professionnels, c'était des situations perdues pour la France, entre guillemets, qui reprennent le cours de leur vie. En fait, ça frappe aussi les équipes et ça amène de la motivation à se former concrètement aux pratiques orientées rétablissement. C'est un peu comme si finalement, si à l'endroit où c'est le plus dur, entre guillemets, avec le public le plus complexe orienté rétablissement, bah, du coup, il y a d'autant moins de raisons de ne pas se former aux pratiques orientées rétablissement derrière dans des contextes où les personnes ne sont pas en crise. Donc ça aide à structurer le réseau d'aval. Mais effectivement, il faut un peu de temps pour structurer le réseau d'aval. Et il y a une période de temps où effectivement, ça entraîne une surcharge de travail, au moins temporaire, pour montrer que c'est possible, pour ensuite partager la charge. Mm. Alors, une question plus technique d'Orion, qui est le centre de réhab d'Angers, qui te demande comment vous avez fait pour adapter Michael's Game au public ado. Alors, on a surtout pour l'instant modifié du coup la façon donc de l'animer, puis on utilise plutôt les premières séances, celles où vraiment c'est l'idée de générer des hypothèses alternatives. Par contre, il y a un vrai projet d'adaptation est parmi les nombreux projets que j'ai qui sont en train de se mettre en place avec Yasser Kazal, qui serait de travailler sur une version du Michael's Game avec un personnage féminin pour changer. Ce serait par exemple, pour l'instant, le nom de code, c'est le jeu de Louise, pour pouvoir mettre en centrant vraiment sur la question aussi des fonctionnements de personnalité, notamment du fonctionnement de personnalité borderline, avec le même principe, des choses qui sont non spécifiques au départ et un peu plus ados, et ensuite aller de plus en plus vers des situations borderline. Mais ça faudrait être un petit peu patient le temps que ça se fasse. Ça s'expérimente pour le moment. Ouais, ça se construit surtout. J'avais moi des questions un peu qui découlent de cette approche. On se pose la question de la place de père aidant. J'ai une interne qui a soutenu sa thèse, Claudie, qui n'est pas là cet après-midi, mais qui a fait sa thèse sur un travail quali auprès d'équipes d'unités intra-fermées sur est-ce que avoir un père aidant qui travaillerait dans le service et qui, que, quoi, comment. Est-ce que tu en as l'expérience donc la père aidance en situation de crise ou dans des services de crise ou dans des services d'urgence? Pour toi, est-ce que tu penses que ça, c'est possible? Il faut que ce soit déjà des équipes qui aient transité, ou est-ce que ça peut être un outil de transition vers le rétablissement des équipes de soins? Et voilà, est-ce que tu as des remarques ou des choses autour de ça? Alors, merci pour la question, c'est la question en soi.
Et en fait, donc l'intervention, elle est non seulement possible, mais elle est même plutôt souhaitable et nécessaire, y compris donc dans les situations de crise. Après, il faut effectivement que l'équipe d'urgence ait quand même avancé sur la question de l'orientation des pratiques vers le rétablissement. C'est très clairement, j'aurais fait la même, j'aurais tenté ça en janvier 2022, ça se cassait la figure. Là, maintenant, l'équipe est complètement prête. Mhm. C'est aussi dans l'idée d'aider les équipes à transiter, à changer de façon de faire et de façon de considérer les personnes concernées et de comment est-ce qu'elles vont intégrer le travailleur pair. Par contre, effectivement, le travailleur pair, pour le coup, dans la réalisation du plan de gestion de crise, dans les tips pour faire face à la crise et se reconnecter à son réseau de soutien et reprendre le cours de sa vie, c'est particulièrement pertinent. Mhm. Et du coup, j'ai une question qui en découle un peu, c'est de la même manière, est-ce qu'il faut proposer une formation ou former à Refocus des équipes déjà presque un petit peu, presque prêtes, ou des équipes vraiment très loin pour les faire avancer? Est-ce qu'il y a du retour déjà sur les formations Refocus à l'étranger? Ouais. Est-ce que ça marche tout le temps, même si ça ne les fait pas avancer pareil? Est-ce que, voilà, en gros, tes préconisations, toi, pour Refocus, ce Alors, serait? une des grosses limites en Angleterre, ça a été qu'il y a eu beaucoup d'équipes qui étaient déjà pré-sensibilisées aux pratiques orientées rétablissement, donc ça a limité l'efficacité des études, Mhm. en tout cas en Angleterre. En Australie, ils ont pris en compte cette limitation-là et du coup, l'effet était beaucoup plus net sur le rétablissement. Ensuite, il faut aussi sélectionner plutôt de nouvelles personnes suivies ou prises en charge. Alors, aux urgences, c'est particulièrement facile, mais dans les services extra-hospitaliers ou autres, on ne change pas une relation de 25 ans comme Mhm. une relation qui a 2 semaines. Mhm. C'est aussi beaucoup plus facile de changer sur des nouveaux patients. Là, je vois dans l'équipe, globalement, il y a des patients qui revenaient extrêmement régulièrement et sur lesquels il y avait un historique avec l'équipe. Mais le fait d'avoir modifié sur des nouveaux patients et d'avoir adopté un paradigme orienté rétablissement fait que et la personne concernée et les équipes se comportent différemment sur des relations déjà engagées. Mais en tout cas, pour commencer, il faut que ce soit une relation nouvelle ou en tout cas pas encore très, très installée. Mhm. Après, des équipes qui sont loin ou très loin, c'est pas tant ça qui bloque, c'est plutôt l'envie de faire. Là, Mhm. clairement, ce qui a fait, c'est l'inconfort par rapport à la situation actuelle et le souhait de changer. Mhm. D'accord. Parce que si c'est une équipe qui dit on veut rien changer, on est très content comme ça et il n'y a pas de souci. Mhm. Donc, et très clairement, en fait, là, ça va être prêcher un peu dans le désert ou arriver à se retrouver à être soi-même coercitif pour former une équipe de force aux pratiques orientées rétablissement. Et je vous laisse imaginer l'effet complètement contre-productif que ça a. Mais une Mhm. équipe qui n'est pas formée aux pratiques orientées rétablissement, mais qui n'est pas satisfaite de la façon dont elle travaille actuellement, Mhm. eh ben, typiquement. Très bien, ok. Je poursuis avant de partager d'autres questions. De même qu'on commence à parler pas mal d'approches en situation de crise et d'urgence, d'approches narratives, open dialogue. Est-ce que c'est des outils qui sont approchés, qui peuvent se rapprocher de pratiques d'urgence? C'est dans la crise psychotique, en tout cas de ce que j'en connais principalement, qui sont souvent dans des lieux autres que les lieux de soins classiques et traditionnels. Est-ce que ça a sa place? Comment est-ce qu'il y a une expérience, en tout cas, dont tu pourrais partager ou pas autour de ça? Ben, typiquement, ça a sa place, ça marche dans d'autres pays. C'est après à voir en fait comment on construit justement cette culture d'équipe et qu'est-ce qu'on met en place. Et globalement, ce qui marche aussi bien, c'est que je prends l'exemple de plusieurs ados que j'ai vus il n'y a pas très longtemps, où en fait, finalement, tout le monde, ils étaient suivis jusqu'à 4 ans, ce qui pour un ado fait long et dans lequel, en fait, tout le monde connaissait par cœur leur TCA, leur fonctionnement de personnalité borderline et les différents symptômes qu'ils présentaient. Mais dès qu'on s'interrogeait sur qui était cette personne-là et quels étaient ses objectifs et ses attentes dans la vie, là, c'était tout de suite plus compliqué. Et typiquement, ces approches narratives où on dit, si j'étais un journaliste qui faisait votre biographie, comment est-ce qu'on pourrait vous présenter?
Ça surprend un petit peu les patients, ça les déstabilise, mais après, ça permet de gérer la crise sans l'oublier, en la prenant en compte, mais en connectant aussi l'adolescent ou l'adolescente ou l'adulte à ses expériences, à son réseau de soutien. Donc globalement, se raconter, c'est se rétablir, c'est vrai aussi aux urgences. Mmh. Toujours rester en contact avec, avec la personne, comme dit Luc Vigneault, la personne avec la maladie et pas la maladie d'abord et la personne derrière. Et c'est le problème, notamment pour ceux qui reviennent tout le temps aux urgences, ça c'est un gros point qu'il faut aborder avec les équipes d'urgence, où ils disent on voit toujours les mêmes, ceux qu'on voit vont forcément pas bien, et puis de toute manière c'est comme la dernière fois, donc travailler aussi sur la question des contre-attitudes, Mmh. et aider les gens à se décentrer, et en fait ils disent mais c'était pas du tout le même entretien, j'ai eu l'impression que c'était pas la même personne. Mmh. Mmh. Une question, alors peut-être Marjorie, je ne sais pas si ce serait OK pour vous de prendre la parole parce que je ne suis pas sûre d'avoir bien compris tout votre intervention. Vous dites que vous avez été interpellée par l'expression « on s'occupe de moi quand je vais mal ». Est-ce que vous souhaiteriez vous exprimer ou pas, ou remettre un petit texto pour préciser comme vous préférez? Vous dites: «On s'occupe de moi quand je vais mal». Aujourd'hui, cette phrase résonne dans ma tête, c'est-à-dire que même si je me sens rétablie, en cas de rechute ou de maladie, je me demande si je serais reprise en charge ou même écoutée. C'est suite à une expérience négative de soins, peut-être, c'est ça que je comprends? J'ai du mal à comprendre complètement. Oui, je ne sais pas si on m'entend. Oui, tout à fait. Ok. En fait, c'est par rapport à ma psychologue. En ce moment, voilà, je vais bien et tout ça. Et c'est vrai que je me sens rétablie. Et du coup, je me demandais, moi, je ne connais pas trop Enfin, je dirais pas que je ne connais pas mes sentiments. Ou, enfin, voilà, mais si jamais il y a une rechute ou un mal-être, est-ce que je peux revenir voir ma psychologue ou un professionnel de santé et être écoutée ou prise en charge carrément. Je ne sais pas si ma question est claire. Mais parce que vous avez déjà eu l'expérience d'avoir été bien accompagné dans une situation difficile, et est-ce que ça se reproduirait de la même manière, ou bien c'est plutôt là c'est quelqu'un que vous voyez plus, vous avez plus d'accompagnement par cette personne-là, c'est ça? Si je suis encore accompagnée, mais c'est à l'avenir, je sais que ça va s'arrêter. Et du coup, je me demande vers qui me tourner. Est-ce que c'est possible d'être quand même suivie? D'accord. Et vous avez peut-être partagé ces questionnements avec cette psycho, peut-être un plan de crise aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé sur la question du plan de crise. Peut-être on peut peut-être revenir sur ce que c'est qu'un plan de crise ou des directives anticipées éventuellement. Oui, moi, c'est vrai que j'ai jamais rempli de plan de crise, donc je ne sais pas comment ça marche. Je ne sais pas trop ce que c'est. Peut-être Julien, je te laisse peut-être parler sur ce qu'est le plan de crise. Pour reprendre un petit peu aussi la phrase et préciser un petit peu ce que j'avais dit, en fait, c'est plus dans l'idée de on s'occupe plus de moi. En fait, plus je vais mal, plus on s'occupe de moi. Et c'est parfois en fait aussi une crainte. Je prends l'exemple d'une adolescente qui me disait, en fait, je sais que plus je vais mal, plus on s'occupe de moi. Donc si je suis hospitalisé, il y aura la tentation de ne pas aller bien, justement parce que si je vais mieux, qui restera finalement si je vais plus le trouble borderline, le TCA, ou etc. Qu'est-ce qui restera? Et on va réduire la fréquence de mes suivis. Et en fait, toute l'idée est de ne pas réduire quand la personne va mal, mais de ne pas aller dans une escalade et d'être plutôt à augmenter la fréquence des suivis, en fait, quand la personne va mieux, pour capitaliser sur ce moment-là. Et donc, l'idée, bien sûr, c'est qu'il y a un plan de gestion de crise qui a été mis en place, c'est-à-dire qu'on est anticipé. Un plan de gestion de crise, c'est comment je suis quand je vais bien, quels sont les signes qui montrent que je vais moins bien, et finalement, basiquement, quand je vais pas bien, qu'est-ce qui m'aide et qu'est-ce qui m'aide pas, et comment mon entourage familial, amical et professionnel peut réagir ou ne doit surtout pas réagir pour contribuer à mon bien-être. Donc c'est aussi l'idée que le plan de gestion de crise, il est mis en place. À un moment donné, la personne va mal, elle arrive en disant j'ai eu des conduites autodommageables ou une idée suicidaire, ça va être de dire oui, ok, soit c'est arrivé, on va pas virer tout de suite dans l'escalade, on va pas être réactif, on va chercher à comprendre ce qui s'est passé, mais on va rester connecté à l'idée de la vie réelle et à l'idée que l'objectif, ça doit être le retour en cours ou le retour au travail ou la connexion à des objectifs qui ont du sens. Et dans ce cas-là, intensifier les choses. Mais c'est pas s'occuper moins des gens
quand ils vont mal, mais juste pas plus. Et aujourd'hui, Marjorie, je ne sais pas dans quelle région vous êtes, mais en tout cas, les plans de gestion de crise, tous les centres de réhab en Pays de la Loire, c'est sûr, et je pense quand même ça commence à se développer. Au moins, tous les centres de réhabilitation sont formés et forment les autres au plan de gestion de crise. Et vous pouvez le télécharger, le plan de gestion de crise que j'ai montré à l'écran est en libre accès sur le site, vous tapez revim.ch et vous tombez directement dessus. Ouais, on pourra vous envoyer aussi ou mettre à disposition. Donc, dans le 44, il y a 3 centres de réhab dans le 44, donc vous êtes gâtés, hein, vous savez de quoi faire. Et en tout cas, vous pouvez aussi, avec votre psychologue que vous connaissez, pouvoir télécharger, imprimer, et puis c'est un outil de travail comme d'autres. Hein, ça peut être très chouette à travailler effectivement avec un psycho. Alors la question que tu vois, comment les CMP, les hospices ont accueilli vos changements de pratique? Tu as dit que c'était contagieux. Et notamment la rédaction de plan de crise conjoint. Est-ce que du coup c'est utilisé? Moi, je développerai ça. Est-ce que c'est dans les unités d'hospice, ils reprennent les plans de crise, ça commence à s'approprier? Alors, déjà, effectivement, les unités d'hospice, il y a les 4 lits d'urgence sur le département et une unité de cette lit d'hospitalisation programmée pour adolescents, donc ça fait quand même pas beaucoup Ok. d'unités d'hospitalisation, mais ça suffit largement. Il n'y a pas besoin de plus et on n'est jamais en dépassement capacitaire parce qu'on a aussi renforcé l'ambulatoire et orienté les soins vers le rétablissement. Donc finalement, j'ai un peu envie de dire, le problème qu'on rencontrait de ma casquette, ancienne casquette centre de réhabilitation, le problème souvent rencontré, c'était comment faire appliquer aux urgences le plan de gestion de crise. Hmm. Et là, en fait, c'est l'inverse. S'il est fait aux urgences Mhm. et qu'il est établi aux urgences, en fait, on a résolu le problème. S'il part des urgences, c'est beaucoup plus simple que s'il part d'une structure ambulatoire et que les collègues des urgences disent oui, mais voilà, nous, on n'a pas le temps de faire ça, on n'a pas le temps de regarder ça, et puis de toute façon, comment est-ce qu'on pourrait mettre en place, etc. Tandis que là, c'est un peu changé de braquet. Et en fait, comment les collègues l'ont accueilli au départ, du coup, c'était plutôt avec un peu de scepticisme, ensuite avec curiosité, tout simplement parce qu'en fait ça marche et qu'en fait ils s'aperçoivent que des profils qui faisaient jusqu'à 10 passages aux urgences pour des tentatives de suicide, y compris des tentatives de suicide graves, hein, défenestration, pendaison, etc., en fait ne passent plus aux urgences Hmm. et du coup reviennent au CMP en allant mieux. Donc c'est Hmm. aussi le fait tout simplement de constater que son patient, pas un patient théorique, va mieux dans telle ou telle approche, rend curieux. Hmm. Surtout que ce qu'on précise bien, c'est que je pense qu'une pierre d'achoppement, ce serait de confondre tout ce qui est pratique orientée rétablissement, soins de réhabilitation et différents cadres théoriques. On précise bien aux gens que ça ne remplace, c'est absolument pas substitutif des différents cadres théoriques. On peut avoir une approche orientée rétablissement et être psychodynamique, TCC, Hmm. TCD. On peut avoir ces approches-là et pas du tout être orienté rétablissement. C'est juste une approche où on traite simplement la personne comme un être humain et où on se reconnecte dans les différentes choses et ça ne se substitue pas aux modalités qui ont été déjà travaillées avant. Ça vient les complémenter et les enrichir. Et globalement, quand ça part des urgences, c'est beaucoup plus simple. Hmm. Ça évite les guerres de chapelle, en fait, au total, Aussi. finalement. Et Oui, c'est ça. effectivement, il y a parfois des croyances selon lesquelles, quand ça vient des centres de réhab, comme on a pas mal de formations de base, plutôt TCC, etc., mais par histoire aussi, enfin pour certains en tout cas, pas tous, il y a ces croyances que ça vient d'un endroit, en fait, les pratiques rétablissement, alors qu'effectivement, c'est complètement trans-approche, on va dire. Et merci de préciser ça, parce que souvent, il y a des fausses croyances comme si ça appartenait à un mode d'accompagnement psychothérapique particulier. Et il y a souvent une grosse confusion entre les pratiques accès vers le rétablissement et les soins de réhabilitation psychosociale, où les gens vont avoir tendance à réduire ça au TCC ou à la remédiation cognitive, alors qu'on leur dit qu'avant tout, c'est une question de posture et qu'on peut avoir zéro moyen Mm. dédié et être très orienté rétablissement et avoir une offre hyper complète, mais ne pas du tout être orienté rétablissement. Et en fait, ça, c'est un point qui est assez central et qui génère tout de suite beaucoup moins de réticence. Et d'ailleurs, les gens se rendent compte, puisqu'au départ, si je reprends l'exemple des urgences,
Là, maintenant, du coup, sur la fermeture d'une unité de 7 lits qui était pour les préadolescents et qui était clairement iatrogène, je vais pouvoir mobiliser un centre de réhabilitation psychosociale de crise pour préados et ados. Mais jusque-là, je ne l'avais pas. Donc finalement, il n'y avait pas toutes les techniques et tous les soins de réhabilitation étaient moins accessibles. Ça a été uniquement le changement de posture et de pratique. Mm. Et du coup, ça, souvent, ça facilite l'accueil auprès des collègues. Une question, Estelle, qui nous dit comment faire, est-ce que ça, comment faire pour sécuriser une prise en charge et pour être sûr que, par exemple, mes directives anticipées vont être respectées si jamais j'en fais. Peut-être que vous me dites, Estelle, si je déforme, hein, mais en gros, oui, faire des directives anticipées avec mon psy, j'en ai parlé, visiblement c'est en réflexion, mais aux urgences, comment faire pour faire respecter, c'est ça, en gros, si jamais les soignants n'en tiennent pas compte. Alors, c'est une vaste question et c'est pour ça que je disais qu'en fait, c'était plus simple quand les directives anticipées étaient faites depuis les urgences, comme ça, on était sûr qu'elles étaient connues aux urgences. C'est vrai qu'il y a aussi la question à la fois de la journée, la question de la garde aussi. Et là-dedans, d'expérience, ce qui marche aussi pas mal, alors je vais prendre un exemple où justement il y avait une adolescente qui m'a été orientée de suivi un peu style réagir, qui faisait des passages aux urgences réguliers et pour laquelle il y a eu à un moment une hospitalisation à l'unité d'ado programmée qui était dans le cadre de la reprise de la scolarité. Donc typiquement, il y avait ce type de crainte. Et il y avait un plan de gestion de crise qui avait été fait aux urgences. Et en fait, ça a été le travail a été à la fois en habileté sociale pour formuler ces demandes. Et formuler ces demandes en prenant en compte avec empathie le point de vue du psychiatre qui a cette question-là de la responsabilité en tête et du risque suicidaire et de lui expliciter les choses en prenant en compte son ressenti et en demandant et en expliquant pourquoi on demande telle ou telle chose. Et il y a aussi la question du lien qui peut être fait avec le ou la collègue pour prévenir un petit peu et expliciter ces éléments-là. Et globalement, c'est une situation où ça s'est plutôt très bien passé, puisque du coup, la jeune fille a pu verbaliser ses demandes et très rapidement s'est rendu compte que le milieu hospitalier, pour reprendre l'école, c'était pas forcément ce qu'elle souhaitait ni ce qui était pertinent et a pu formuler au psychiatre en jeu de rôle, en explicitant le pourquoi, etc., qu'est-ce que ça allait du coup amener et a obtenu gain de cause. Donc c'est un peu la question à la fois du coup comment on travaille côté usager mais aussi côté environnement et je pense que là il y a aussi la question de Estelle de votre psychiatre et du lien qui peut être fait éventuellement avec les urgences. Parce que la plupart du temps, au niveau des urgences, c'est juste qu'il va y avoir une approche gestion du risque pour beaucoup de personnes qui vont venir et pas forcément d'informations préalables. Tandis que quand les personnes ont compris, et c'est là que je reviens sur la formulation d'une demande empathique et de comment ça a été mis en place, il y a rarement des gens qui disent bah, si vous serez contenu quand même. C'est vraiment le fait de mettre en lien la question en fait, que ce soit, j'entends deux choses dans ce que tu dis, j'entends des outils de communication que peuvent s'approprier les personnes concernées pour pouvoir mieux exprimer leurs demandes, donc le fait d'être formé à la CNV ou d'avoir à l'approche empathique pour les soigner. Nous, on a 2 pères aidants dans le service de réhab, pour le coup, pour lesquels la CNV a été un outil de rétablissement en tant que tel, en fait, pour plein de raisons différentes, et qui, d'ailleurs, l'équipe s'est formée à la CNV secondairement. Mais il y a cette idée-là, en fait, que finalement, c'est les personnes concernées qui vont former les soignants grâce à des capacités qu'ils ont acquis de mieux communiquer sur leurs besoins pour aider la diminution de l'approche gestion du risque en rassurant finalement grâce à des techniques de communication, en ayant, alors j'exagère, hein, mais c'est un peu ce que j'entends en fait dans ce que tu dis. C'est les deux, puisque ça ne doit pas reposer uniquement sur la personne concernée. Là, en l'occurrence, j'avais fait le lien avec le psychiatre qui s'attendait à avoir un jeu de rôle. Ouais. Et Okay. du coup, qui savait qu'il allait servir de sparring partner
pour le jeu de rôle sur telle ou telle chose, qu'il n'a pas ménagé hein, dans le jeu de rôle, qui a suivi sa partition. Mais par contre, du coup, le fait d'avoir pu formuler la demande dans le jeu de rôle, et puis à un moment, il a dit, bah oui, ça s'entend tout à fait. Donc la jeune fille disait, bah, vous voyez, je me suis débarrassé des lames que j'avais parce que les conduites autodommageables, en fait, ce n'est plus le cas maintenant, c'était pas la peine de conserver ça, je me suis débarrassé des différents médicaments. Si je demande à sortir, c'est pas pour rester chez moi, c'est pour pouvoir reprendre la scolarité, reprendre le cours de ma vie. Donc le psychiatre a dit, bah oui, c'est tout à fait entendable. Après, il y a la question de la dignité du risque aussi, c'est-à-dire que les écrits sur le fait de... et même si c'était pour continuer à se scarifier, il y a une forme de liberté aussi de... Là, je disais, en l'occurrence, c'était d'amener ces idées-là qu'elle n'avait pas du tout pensé à formaliser. C'est surtout qu'elle ne l'aurait pas dit spontanément, alors que c'était un argument de plus. Mais bien sûr, il y a la dignité du risque, et il y a le fait que de toute manière, mais ça, c'était un des points, tu me disais, qu'est-ce qu'on discute avec les équipes quand on oriente les soins vers le rétablissement? Ils parlent tous des conduites autodommageables. Et on dit, OK, très bien, admettons, vous les gardez 1 semaine, voire même 6 semaines. Ils reviennent chez eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, en fait, c'est pas, vous les protégez absolument pas par rapport à ça. Au contraire, vous voulez juste les protéger d'avoir une vie. Et c'est typiquement là où on arrive à travailler sur ça. Et on arrive à... Mais en tout cas, c'est comment aussi donner les éléments pour le psychiatre qui fait une évaluation du risque, qui malgré tout va faire cette évaluation du risque, lui donner les éléments nécessaires et donner aussi les éléments, notamment là, ce que je voyais dans les éléments que vous disiez, Estelle, c'était la question de la contention. Et à partir du moment où il y a la question de la contention, qu'on parle aussi du coup de la crainte par rapport à la contention, de son vécu émotionnel et de la question d'une contention qui pourrait être utilisée pour minimiser un risque suicidaire, à partir du moment où on communique sur ça, ça va être beaucoup plus simple de pouvoir amener une réponse co-construite et structurée, puisque personne ne va contenir quelqu'un si la personne explicite telle ou telle chose et donne aussi les possibilités de communication et d'alternatives pour faire autrement. Mais je dis, ça c'est du côté de la personne, mais ça ne peut pas reposer que sur la personne. Il faut que ce soit, il faut former les équipes et il faut aussi communiquer avec les professionnels des urgences. Mais ce que je sais, c'est puisque souvent il y a mes collègues des urgences adultes qui sont amenés à intervenir sur les jours où je ne suis pas là. Si les gens ont des plans de gestion de crise qui sont présents, les collègues sont au courant qu'il y a un plan de gestion de crise et vont aller le chercher. Victorine, tu dis en gros, ce que tu en as compris, c'est que c'est prioriser les formations sur des histoires de posture professionnelle et d'habileté communicationnelle chez les professionnels. Est-ce que tu confirmes que c'est beaucoup ça? Et moi, je rajouterais peut-être des champs de croyances et de représentation sur la question du risque et de la place qu'on a dans le risque et la gestion du risque. Ouais. Très clairement, c'est exactement ça. C'est vraiment la question de comment on conçoit. Passer d'une optique réduction des risques, gestion des risques, à une optique prise de risque partagée, le fameux shared risk taking des anglo-saxons, et vraiment une approche orientée rétablissement, ou déconstruire ces éléments-là, et pour ce faire, vraiment travailler sur la posture. La posture, la posture, la posture, et la question de comment on suscite ça, et comment en fait on arrive à se décentrer de ça et à déconstruire tous nos réflexes qui nous disent et qui nous crient ou nous hurlent de dire évaluer le risque suicidaire et en fonction ajuster, mettre par exemple le protocole anti-suicide, etc., etc., etc. Mais au contraire, faire l'inverse et être entraîné pour faire l'inverse. Alors, une autre question, alors dernière, je ne sais pas, mais peut-être en tout cas pas loin, puisqu'on s'approche de la fin de la session. C'est quelqu'un qui, de la ville du Mans, on m'a transféré cette question, c'est mais est-ce qu'il n'y a pas à former des acteurs autres que les gens du secteur médical? Parce que, par exemple, la sécurité publique ou ces approches-là, en fait, finalement, est-ce qu'on peut tout seul, comme soignant, porter ça, alors qu'il y a aussi des acteurs qui attendent de nous qu'on soit, qu'on gère le risque et qu'on soit garant d'une sécurité, etc.
Alors là, la réponse, pour le coup, en pédopsychiatrie est très claire, parce qu'en pédopsychiatrie, forcément, il y a la question non seulement des parents, mais il y a aussi la question de tous les jeunes qui sont confiés à l'ASE et du lien Mm. avec les éducateurs ou les professionnels du secteur médico-social. Et c'est particulièrement important que ça puisse être compris. Mhm. Parce que et que ça puisse être compris, qu'est-ce qu'est une indication d'hospitalisation en pédopsychiatrie ou en psychiatrie? Pourquoi à un moment on va décider d'hospitaliser? Pourquoi à un autre moment on va dire que c'est iatrogène? Et co-construire un référentiel commun. Et ça, c'est particulièrement important que ça ne reste pas cantonné dans le champ du soin. Mm. En particulier en pédopsychiatrie. Mm. Ok, donc on a aussi du travail de communication et de partage de ces visions-là de manière beaucoup plus large. Ça, je parle avec la casquette CREPSI qui a, c'est en tout cas nous, le CREPSI peut porter ce type d'action de sensibilisation, etc. Mais c'est un gros travail effectivement auprès de l'ensemble des acteurs. Ben, là, on n'a plus directement de questions. Je ne sais pas si c'est bon pour tout le monde dit merci maintenant, en fait. Merci beaucoup, vraiment, Julien, de la richesse de cette intervention. Je vais peut-être partager, moi, je trouve que c'est très exaltant et où on se dit, waouh, il y a du boulot. En fait, moi, je suis un peu avec ces deux consciences-là, en fait, à la fois de cette expérience en disant, mais c'est possible en moins d'un an de pouvoir transformer les choses et puis que ça fasse tache d'huile. En fait, on sent bien, tu dis bien qu'il y a un effet tache d'huile quand même, en tout cas en partant des urgences. Et merci aussi d'avoir donné cette idée de dire c'est possible de partir des urgences parce que moi, je ne m'étais pas dit ça. On a construit des centres de réhab, on a fait des centres où on essaie de faire des soins qui essaient de s'orienter rétablissement. Mais finalement, le cœur battant là, des soins psy, c'est aussi les urgences. Et c'est vrai que ça peut être des idées, en tout cas, d'essayer de pouvoir partir de là. En tout cas, ça donne des idées, des envies. Et donc, merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Et on te sollicitera peut-être pour d'autres formations. Bon, on se recroisera pour Refocus et on partagera avec le réseau Pays de la Loire de ces formations-là, évidemment, quand ce sera en place dans la région. Donc, merci beaucoup, Julien. Alors, on a vu passer le prochain goûter, 16 janvier prochain, sur le partenariat patient. Et avec les intervenants, Mallory, surprise, parce qu'on ne sait pas encore tout le monde, donc on ne dit rien. C'est encore surprise pour les intervenants, mais notez, prochain goûter le 16 janvier, donc nouvelle année, et nouveau goûter des goûters de réhab du CREAPS. Et moi, il me reste à vous remercier donc, pour l'invitation et pour ce temps d'échange. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir, Julien. Merci bien.